Stanislas, bonjour. Bonjour Ahmed, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. On démarre par un tout premier quotidien, Matin Libre, qui propose à sa une ce matin, législative 2023, l'autre forme de clientélisme politique. Oui, le quotidien semble un peu retrouver les habitudes par les temps d'élection. Vous savez que les élections donnent lieu à un certain marchandage. On va sur... Il y a ce qu'on appelle dans le jargon politique le mercato politique. C'est le mercato politique, justement. Voilà, et qui consiste justement à ratisser l'âge, à dénicher des militants d'un parti A au profit d'un parti B. Et quand Matin Libre parle de clientélisme politique aujourd'hui, c'est une image pour montrer un peu qu'à l'approche des joutes électorales, eh bien, les personnalités politiques, les acteurs politiques sont sur le champ de bataille, histoire de voir un peu quel poids lourd dans telle circonscription électorale pouvoir dénicher à leur profit. Vous n'êtes pas sans savoir que les élections législatives sont des élections majeures qui, dans le contexte qui est le nôtre, détermineront à coup sûr la présidentielle de 2026 et qui parle d'élections législatives, parle d'élections de liste et donc de circonscription électorale. C'est pour cela qu'il y a un autre journal qui parlait tantôt d'Hervé Heromé qui voilà, a déniché des personnes au profit du bloc républicain. Ça veut dire tout simplement que la bataille se mène déjà sur le terrain et les acteurs politiques sont en train de procéder chacun à sa manière, chacun avec ses atouts, chacun avec les prérogatives aussi que lui confèrent les responsables de sa formation politique. Parce que, figurez-vous, aucun acteur politique, à l'heure où nous en sommes, ne peut aller sur le terrain sans l'aval de ses responsables, au risque d'écorcher quelques sensibilités. Et donc, le clientélisme politique, ma foi, c'est une démarche qui consiste justement à dénicher des gens. Mais est-ce que c'est bon pour la gouverne politique? Est-ce que quand on prend le landerneau politique aujourd'hui, on peut se dire que le clientélisme tel que vu, tel qu'analysé par Matin Libre à sa une aujourd'hui est une bonne chose? Je ne pense pas, parce que dans l'absolu, vous savez, quand on parle de clientélisme, ce sont quand même des choses longtemps observées dans le paysage politique et qui ont été aussi reprochées par les mêmes acteurs politiques qui longtemps parlaient de transhumance, qui longtemps parlaient de clientélisme, qui longtemps ont parlé de la superpuissance de l'argent en politique. Et donc, quand on en vient à observer une certaine forme de clientélisme aujourd'hui, ça pose véritablement problème. Il y a lieu que les acteurs politiques usent de la manière la plus normale pour ratisser l'âge, pour avoir les militants. C'est de bonne guerre, mais passer par le clientélisme, c'est quelque chose de pas trop bien à mon sens. D'accord, en parlant de clientélisme justement et des législatives de 2023, le grand regard nous parle ce matin, sinon je jette son regard, permettez que je fasse ce jeu de mots, sur l'adhésion du parti LNA à l'UP Le Renouveau et estime qu'intelligemment Théophile Yarou se préserve d'un gouffre politique. Le LNA qui est évidemment, à sa naissance, évidemment, a fait savoir. Parler de naissance, à la création du parti, les dirigeants ont fait savoir que le parti n'était ni de gauche, ni de droite, ni mouvancier, ni opposant. En définitive, ils ont désormais un camp. Oui, ils ont désormais un camp et vous faites bien de faire ce petit rappel-là. J'irai un peu plus loin. Vous savez, Ahmed, il y a que la presse, et je le disais peut-être sur une autre tribune, la presse a de la mémoire. Bien sûr. Est-ce que les acteurs politiques semblent oublier dans le contexte qui est le nôtre, c'est que nous nous souvenons des petits détails et nous prenons rendez-vous avec l'histoire. Le parti LNA, la Nouvelle Alliance, lors de la mise sur ces fonds baptismaux, j'ai suivi un peu leur parcours, j'ai suivi un peu les travaux préparatoires qui ont concouru à la mise sur pied de cette formation politique. Il y a que à cette sortie justement, et ce n'est pas par hasard qu'ils l'ont fait à Parakou, et à cette sortie, il disait justement, Théophile Yarou, président de cette formation politique, rappelait à l'opinion publique nationale et internationale que le parti n'était ni de la mouvance ni de l'opposition et qu'ils sont venus faire une nouvelle forme de politique.
qui sont venus donc apporter quelque chose de nouveau, un regard nouveau en matière politique. Quand on regarde Théophile Yarou, quand on regarde Clément Kouchadé, quand on regarde le docteur Laurent Delors-Faton, les figures de proue de cette formation politique, classique, d'une certaine manière, des forces Cori pour un Bénin émergent, justement. Beaucoup étaient sceptiques quant au supposé centrisme ou à la supposée neutralité de cette formation politique. Parce que, écoutez, vous venez sur l'aspect politique, forcément, vous avez un camp, soit vous êtes avec le pouvoir en place, soit vous êtes dans l'opposition et vous allez apporter vos critiques par rapport aux actions qui sont menées sur le terrain. Oui. Et quand vous dites que vous n'êtes ni de l'opposition ni de la mouvance, ça posait déjà un véritable problème. Et nous sommes à pratiquement 1 an et demi, 2 ans, on voit clairement que cette formation politique n'a pu résister à ce que nous avons toujours observé sur l'échiquier politique national, à savoir que les idéologies de départ supposées prônées par les acteurs politiques ne sont pas toujours celles qui sont suivies dans le temps et dans l'espace. Et raison pour laquelle vous observerez avec moi, Ahmed, que à quelques encablures des élections législatives qui pointent à l'horizon, cette formation politique, la Nouvelle Alliance, se dit, mais si je ne suis ni de la mouvance ni de l'opposition, alors j'estime que je n'aurai pas droit de citer. Et pour avoir droit de citer, il faut que je me rallie à une force politique qui a peut-être toutes les manœuvres aujourd'hui pour avoir une forte représentativité à l'Assemblée nationale. Et donc, il faille que j'anticipe vite me jeter dans cette formation politique pour avoir gain de cause. Parce que je ne vois pas Théophile Yarou rallier l'Union progressiste, le renouveau, et ne pas être mentionné sur une liste électorale, ne pas être positionné pour le 8 janvier, moi je ne le vois pas. Et donc il a dû certainement faire ses calculs, voir un peu les intérêts en jeu, non peut-être pas sans être rapproché par d'autres formations politiques, mais il s'est dit qu'en l'état actuel des choses, c'est l'Union progressiste, le renouveau qui paraît le mieux. Et déjà à l'interne de cette formation politique, le LNA, il y a des dissensions. Bien sûr, j'allais en parler parce qu'aux dernières nouvelles, Laurent Delors-Faton aurait jeté l'éponge, justement. Alors on en reparlera très certainement. On en reparlera, il promet d'ailleurs faire une sortie bientôt. D'accord, vous lui direz qu'on l'accueillera volontiers sur ce plateau pour en parler. Alors il faut préciser aussi que lors du discours justement d'adhésion du LNA à l'Union progressiste le renouveau, Théophile Yarou a précisé qu'il y a eu des démarches, d'accord, préalablement, tendant justement à vouloir mettre ensemble un certain nombre de partis de l'opposition. C'est parce que justement cette initiative n'a pas pu aller à terme que la base a finalement décidé de donner plein pouvoir aux dirigeants du parti d'aller adhérer à n'importe quel bloc solide, de sorte à pouvoir justement être dans la même logique que la réforme du système partisan qui voudrait qu'on ait des partis politiques, de grands rassemblements pour conduire, on va dire, le développement du pays. Donc, quand on se met à analyser tout ça, forcément, et quand on sait d'où l'on vient par rapport au LNA, à un moment donné, on est censé se poser un certain nombre de questions sur ce genre de positionnement. Oui, des questions s'affusent et Théophile Yarou n'éclaircit pas les horizons de son choix. Cela devient de plus en plus sombre. Voilà, ça devient de plus en plus sombre parce que, figurez-vous que quand on parle de la base, je me suis toujours posé la question de savoir de quoi parle-t-on? Que les acteurs politiques viennent nous donner la définition de ce qu'ils appellent base politique. Les militants à la base. Les militants à la base. C'est trop facile quand même à mettre. Vous pouvez, là où vous êtes, vous avez votre base certainement, même si elle n'est pas politique. Vous avez des personnes qui adhèrent à vos idéaux, qui vous suivent et qui aiment ce que vous faites. Et donc, quand on parle de base en politique, quelle est l'assurance? Quel est le chiffre qu'on peut donner en termes de base sur l'échiquier politique national?
au niveau de tout le territoire national, la base est chiffrée à quoi? Quel est le pourcentage? Si on va aux élections aujourd'hui... Dans le discours, je pense qu'il y a même les chiffres. Hein. Oui, mais vous savez, une chose est de donner les chiffres, mais une autre est que sur le terrain, il faut vérifier pour voir un peu de quoi il s'agit. De quoi il s'agit concrètement. Et quand il parle justement de cette tentative de regroupement des forces politiques de l'opposition qui n'aurait pas marché, je pense que Irénée Agossa a pris une initiative du genre et les pourparlers doivent se poursuivre actuellement au niveau des forces politiques de l'opposition. Théophile Yarou aurait pu patienter un peu pour voir, parce que vous savez, ce qui est difficile... Bien avant, il y a déjà les FCBE et Irénée Agossa qui... Justement. Et Théophile Yarou aurait pu patienter parce que ce qui est difficile au niveau de l'échiquier politique national, et nous l'observons de plus en plus, c'est la capacité des Béninois à se regrouper autour d'un idéal. C'est ça qui est surtout difficile. Bien sûr. Et je vais vous ramener 11 années en arrière. Nous étions en 2011 et l'Union fait la nation. En son temps, avait fait un bloc, vous savez, parce que Boni Yahi visait un second mandat à l'époque. Et les forces politiques de l'opposition, on s'est dit, bon, il fallait faire bloc parce que si on y va en rang dispersé, eh bien, il va nous battre. Des voix. On va émietter des voix. Mais grande a été leur surprise. Ils ont été battus à plate couture par le chef de l'État d'alors. Nous étions en 2011. Yahi Boni qui a fait un chaos retentissant avec les FCBE notamment. Voilà, face à toutes ces forces politiques. Donc, ça veut dire que les hommes politiques, les acteurs politiques, très souvent ont du mal à fédérer leurs énergies autour d'un idéal. Et quand bien même cela arrivait à se faire, c'est que c'est apparent en fait. Au fond, il y a toujours des clivages qui ne permettent pas d'avoir un bon score et donc d'avoir un bon résultat. Et donc, on attend de voir ce que ça va donner. Mais quand on parle de base, très souvent, ça me pose un petit souci. On ne sait pas à quoi on s'adonne véritablement. Parlons politique toujours pour finir très rapidement. Stanislas Amoy, et parlons d'une autre formation politique qui a consulté sa base, qui a informé sa base, qui a rassuré sa base et qui a justement, qui n'a pas voulu, disons la chose ainsi, s'acoquiner, voilà, avec des gens avec lesquels on ne s'entend pas forcément sur un certain nombre de points et sur certaines idéologies. Il s'agit donc de l'UDBN, dont parle l'affiche du jour ce matin, participation solitaire aux législatives de janvier 2023, une option suicidaire pour l'UDBN de Claudine Prudencio. Vous savez, le journal qui en parle ce matin, je ne sais pas si c'est une exclamation ou c'est une affirmation. C'est une affirmation, il n'y a pas de point d'exclamation. Je pense que l'affiche du jour aurait mieux fait de se poser des questions. J'aurais été, je salue le travail que les confrères font. Évidemment. J'aurais été à leur place que j'aurais suggéré en conférence de rédaction qu'on mette un point d'interrogation. Parce qu'il y a toujours des questions. Oui, c'est vrai que l'UDBN a fait une option d'aller aux législatives et nous avons suivi ce week-end la présidente de cette formation politique, oui, la présidente d'honneur, Mme Claudine Afiavi-Prudencio, qui est revenue, qui a dit que justement, il faut se libérer de certains déchets entre griffes. Bien sûr, pour faire un nettoyage en son sein pour aller aux élections législatives. Voilà, il faut faire une purge pour emprunter votre expression. Et donc, quand elle le dit, Mme Claudine Afiavi-Prudencio n'est pas une novice en matière politique. Et quand elle en arrive à faire de telles déclarations, c'est que certainement elle a posé le pour et le contre. Elle a fait son analyse et elle en est arrivée à cette conclusion. Et donc, se lever pour parler d'options suicidaires, je pense que c'est aller trop vite en besogne. Vous savez que les élections dans notre pays ont ceci de particulier qu'ils ont toujours une part d'incertitude. Absolument. Là où vous estimez que quelqu'un va gagner, il sera battu à plate couture. Là où vous estimez que l'autre sera battu, eh bien, il va gagner haut les mains. Et donc, c'est toujours délicat. J'aime à dire un peu en off souvent qu'il faut toujours mettre des pincettes quand on veut faire certaines affirmations. Il ne faut jamais être péremptoire parce que la politique a toujours sa partie d'incertitude. Absolument. Et nous-mêmes, merci à la réalisation qui nous propose ramène les images de la rencontre au niveau de cette rencontre. Voilà. Et donc, il y a toujours une part d'incertitude. Faisons très, très attention. Nous ne sommes pas acteurs politiques. Nous sommes des journalistes. Nous analysons les pas et les gestes, les déclarations que font les acteurs politiques. politiques. Mais il faut toujours rappeler que
celle qui parle, elle a un parcours qui parle. Absolument. En son nom, elle a certainement des prérequis, elle a eu certainement à faire des échanges avec des acteurs politiques, elle sait de quoi elle parle, et quand elle décide d'aller seule avec sa formation politique aux élections législatives, c'est qu'elle compte sur quelque chose. Je ne voudrais pas faire l'affront à l'affiche du jour de leur rappeler que c'est une ancienne parlementaire quand même, quelqu'un qui a un bagage politique énorme, quelqu'un qui est dans la sphère politique, ce n'est pas aujourd'hui. Je ne voudrais pas leur rappeler quel rôle, voilà, qu'elle a été ministre de la République. Je ne voudrais pas leur rappeler aussi quel rôle, quel combat elle a eu à mener à l'Assemblée nationale sur plusieurs années. Et donc, quand on regroupe tout ceci, et qu'aujourd'hui on décide d'aller aux élections seul avec sa formation politique, c'est que quelque part on a eu à faire des analyses et c'est trop péremptoire de faire de cette affirmation de parler d'options suicidaires. Il faut se poser des questions en attendant d'avoir des réponses le 8 janvier prochain. Vous auriez sûrement préféré peut-être qu'on parle d'options courageuses déjà, puisqu'il faut avoir du cran. Il faut avoir du cran pour faire une telle option, ce genre de pour décision. aller à cette décision, tout à fait. Merci à vous, Stanislas Samoy. On finit très rapidement par une dernière information. La cible de l'info en parle, deuil donc au barreau du Bénin, Maître Hervé Gbagidi qui n'est plus. Oui, on sait, hein, pour les personnes qui ont été touchées par le phénomène ICC Service peuvent s'en souvenir, les spoliés notamment. Il y a eu quand même un collège d'avocats qui les ont défendus pour ce procès historique qui a été ouvert dans notre pays. Maître Hervé Gbagidi, en l'occurrence, qui était à leur tête. Il n'était pas seul, mais il était à leur tête. C'était un peu la figure de proue de ces personnes-là qui étaient impliquées dans ce dossier. Il les défendait. On a appris hier justement qu'il a été fauché dans un accident de circulation. Voilà. Et au-delà du rôle qu'il a eu à occuper, de toutes les actions qu'il a eu à mener dans la défense justement de ces personnes-là dans le cadre du dossier ICC Service, c'est un Béninois, c'est un juriste chevronné. Et quand une personnalité de la République de cette façon en vient à être fauchée par la mort, il faut quand même honorer sa mémoire, reconnaître tout ce qu'il a eu à faire, lui rendre hommage. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Il a laissé des œuvres. C'est vrai que le procès, un journal l'a titré hier, n'a pas forcément livré tous ses secrets, mais toujours est-il qu'il a eu à jouer un rôle majeur dans ce procès, tout comme dans d'autres procès. Et nous reconnaissons ce qu'il a fait ce matin. Paix à l'âme donc du disparu. Merci à vous. Stanislas Samoy. Rendez-vous mardi prochain avec moi en plateau. Mais je pense qu'on vous retrouve d'ici demain avec Maury Agua.